Bonjour. Avant d'aborder un aspect absolument fondamental de l'art de Van Gogh, le rire, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui m'ont accompagné ces derniers mois. Elles et ils se reconnaîtront, c'est un vrai bonheur de cheminer avec vous en cette période cruciale. Pour moi, 2023 a commencé en fanfare avec la diffusion d'un documentaire de 52 minutes sur ma découverte des racines, on s'en lasse pas, sur France Télévisions. Écrit et construit par Mathilde Deschamps pour le compte du producteur Tournez s'il vous plaît, l'émission a connu un succès énorme et m'a valu de très nombreux courriers, tous plus bienveillants les uns que les autres. Un très très grand merci. Alors, parmi ces courriers et réactions, il y a beaucoup de propositions d'interprétation des racines sur lesquelles il m'est demandé de me prononcer. Alors, je dois malheureusement toujours faire une réponse un petit peu décevante à ces messages, parce que je dois tenter de m'arrêter à une certaine objectivité. Voir des visages, des animaux, des lettres, des corps dans des racines de Van Gogh, pourquoi pas, et c'est même formidable, ça témoigne de la vie étonnante de cette œuvre qui continue de nous interroger 133 ans plus tard. Mais mon avis sur ces interprétations, pour peu que j'en ai un, ne vaut vraiment pas grand-chose. Le phénomène consistant à reconnaître des formes ou des visages dans des motifs comme les nuages par exemple, porte un très joli nom, la pareidolie. Et il y a des artistes comme Arcim Boldo qui jouent avec cette faculté dont nous jouissons tous de manière plus ou moins prononcée. Alors, en temps normal, je ne partage jamais ce qu'on me soumet, je respecte la confidentialité de ce qu'on m'envoie. Mais là, je peux partager un très joli exemple de pareidolie en accord avec la personne qui me l'a proposé, puisqu'il s'agit de mon épouse Catherine. Et ça s'est produit l'été dernier, celui de 2022, au musée Kröller-Müller, à Otterlo, aux Pays-Bas. C'est un magnifique musée au passage, allez-y. En passant à côté d'une nature morte de coin, Catherine me glisse « Tiens, mais il a fait exprès ?» Je regarde le tableau et ne voyant que des coins, je m'interroge sur le sens de sa question. J'ai envie de répondre que Van Gogh avait effectivement fait exprès de peindre des coins, mais elle reprend « Là, c'est son visage, non ?» Je voyais toujours rien, mais en regardant de biais, effectivement, difficile d'échapper à l'impression qu'il y avait là le visage d'un type barbu faisant furieusement penser à Van Gogh. Et une fois qu'on l'a vu, difficile de s'en défaire. Hasard, intention, et si oui, laquelle? Impossible d'y répondre. Et dans tous les cas, c'est très drôle, et ce ne serait pas une première en histoire de l'art si l'artiste avait fait ça à dessein. En tout cas, j'invite tout le monde à se rendre au Kröller-Müller et se faire sa propre opinion. Et croyez-moi, même si vous ne voyez que des coins, vous ne le regretterez pas parce que c'est un des plus beaux musées au monde, où plus de 80 toiles de Van Gogh vous attendent. En tout cas, moi je ne sais pas s'il y a là plus qu'un étonnant hasard, mais je sais que l'espièglerie, la blague, le rire, l'esprit, l'humour, le décalage sont des ingrédients absolument fondamentaux de l'art de Vincent Van Gogh. Et une nouvelle fois, c'est donc un mythe qui en prend un sacré coup, Van Gogh étant pour beaucoup l'incarnation même de la souffrance. Et pourtant, c'est l'inverse qui l'a amené directement à créer les chefs-d'œuvre que nous lui connaissons en Provence. Un optimisme arrosé d'humour et d'une bonne dose d'autodérision. Justement pour faire face à ce qui paraît le plus sérieux et le plus grave, et qu'il explorait en profondeur. Il l'explique fort bien dans une lettre à sa sœur Bellamine, envoyée depuis Paris en octobre 1887, soit 4 mois avant de partir pour le sud de la France. Il répond à un courrier que nous n'avons plus, mais dont on devine le contenu. Sa jeune sœur lui a soumis l'idée de devenir écrivaine, et elle s'est proposée de suivre des études de lettres dans ce noble objectif. Alors Vincent lui répond de renoncer à ce projet, et au lieu de ça, de tomber amoureuse d'un officier, d'un ou deux clercs de notaire, et de se confronter à la vraie vie, si elle tient tant que ça à étudier la réalité, qui est la matière première de la littérature. Mais que, bon, même ça, ce ne serait que le début d'un parcours d'artiste sur lequel Vincent a un petit peu d'avance. Arrivé bien plus loin, il explique que de son côté, il a désormais surtout besoin de rire, et que dans ce but, il lit des livres de Guy de Maupassant, de Rabelais, de Rochefort, et puis le Candide de Voltaire. Et c'est de ce dernier livre qu'il tire la célèbre leçon du précepteur Pangloss, qui deviendra son credo contre vents et marées. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Il reprendra cette expression, qui est une véritable posture philosophique, à de nombreuses reprises. Par exemple dans une lettre à son frère Théo, écrite à un moment où leur projet commun semble être dans une impasse et où il pourrait perdre espoir. Ah, l'avenir. Du moment que le père Pangloss nous assure que tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes, pouvons-nous en douter? C'est donc
en avançant candidement dans le monde, qu'il trouve la seule réponse qui vaille à ses yeux. L'ironie, le décalage, enfin tout ce qui permet de relativiser les difficultés de la vie devient fondamental. Un ingrédient nécessaire qui permet d'offrir un petit peu de consolation aux gens qui, comme lui, ont le cœur navré. Les livres réalistes, graves et poignants comme L'Assommoir ou Germinal de Zola, donnent la vie comme elle est, désespérante, dure, avec ce fatalisme qui est une des marques de fabrique d'une littérature moderne qui en a fini avec les fins heureuses. Mais cette reproduction du réel dans toute sa finitude ne suffit plus à Van Gogh. Pour lui, l'essence de l'art, en tout cas du sien, réside vraiment dans son pouvoir consolateur. Et il constate, durant les dernières années de sa vie, que cette consolation est mieux convoyée par la joie que par la tristesse, par le rire que par les pleurs, et par la caricature que par la description exacte photographique de la réalité. Sa peinture s'en ressent. Son admiration pour Daumier, le grand caricaturiste, en est l'exemple parfait. Et il décrit cette méthode sans aucune ambiguïté dans une lettre rédigée au début de son séjour en Arles, en mars 1888. « Je suis en train de lire Pierre et Jean de Guy de Maupassant, c'est beau. As-tu vu la préface expliquant la liberté qu'a l'artiste d'exagérer, de créer une nature plus belle, plus simple, plus consolante dans un roman ?» Et il poursuit en écrivant « Il me semble que je me sentirais triste si je ne prenais pas toute chose par le côté blague. » Alors pour Van Gogh, en fait, rire est absolument nécessaire. Il voit bien le piège tendu à l'artiste qui se prend trop au sérieux et qui s'abîme dans sa position de créateur solitaire. Ce qui explique au passage une phrase un tantinet énigmatique tirée de la même lettre que la citation précédente « J'aime mieux me blaguer que de me sentir seul ». La solitude, la mélancolie, c'est l'opposé de sa démarche artistique. Contrairement à l'image qu'on a de lui, Vincent était sociable et jovial. C'est pas par hasard qu'on lui connaît un grand nombre de modèles, des personnes avec lesquelles il a bien fallu établir un contact, créer des liens et convaincre de poser pour lui. Ce qui ne se fait pas si on les aborde d'un air grave, torturé, absorbé dans des considérations profondes. Au contraire, il faut détendre l'atmosphère, installer une complicité, un climat de confiance. Quoi de mieux qu'une touche d'humour pour le faire? Cela étant, il semblerait que si c'était bien là son intention, il ne parvenait pas toujours au résultat escompté. La sociabilité n'était pas le plus éclatant de ses talents. Son tempérament, son apparence, ses manières brusques se sont souvent mis en travers de son chemin. Pour autant, souvent, incontestablement, il était drôle et spirituel, comme Vermeer et Rembrandt d'ailleurs. Van Gogh pratiquait un humour teinté d'ironie, de résignation amusée, et il aimait les blagues potaches, et il était bon public. Pour s'en convaincre définitivement, il suffit de lire ses lettres, notamment celle de 1888, lorsqu'il vit et travaille en Arles. Quand on garde cet aspect en tête, l'autoportrait en bonze japonais, réalisé en octobre de la même année, peut être interprété d'une manière assez surprenante. C'est une œuvre curieuse, dans laquelle il a cherché à se donner des traits asiatiques, en fait tels qu'il les connaissait en observant les nombreuses estampes japonaises qu'il possédait. Ce portrait avait une destination bien particulière. Il l'a réalisé dans le cadre d'un échange avec Paul Gauguin, qui résidait en Bretagne, et que Vincent cherchait avec beaucoup d'insistance à convaincre de venir en Arles pour fonder ensemble le début d'une communauté d'artistes. Alors lorsqu'il décrit ce portrait étonnant dans une de ses lettres, on y devine une dimension spirituelle, à première vue uniquement dans son sens mystique. J'ai écrit à Gauguin en réponse à sa lettre que s'il m'était permis à moi aussi d'agrandir ma personnalité dans un portrait, j'avais, en tant que cherchant à rendre dans mon portrait non seulement moi, mais en général un impressionniste, j'avais conçu ce portrait comme celui d'un bonze, simple adorateur du Bouddha éternel. Alors, un bonze simple adorateur du Bouddha éternel n'a a priori rien de drôle, et on peut s'étonner de voir Vincent tenter de séduire un homme comme Gauguin, qui a des appétits d'ogre, un homme à passion, en se profilant comme un ascète absorbé dans des méditations silencieuses. Mais ça, c'est parce que ça correspond à notre conception des moines bouddhistes. Or, Van Gogh n'en avait pas tout à fait la même idée. Sa connaissance du Japon était limitée et largement influencée par le récit de voyage Madame Chrysanthème de Pierre Loti. Et dans cet ouvrage, dont il recommande la lecture avec une insistance bien lourde à Paul Gauguin, les bonzes sont grassouillés, aiment boire un coup et sont tout excités quand ils découvrent des images de femmes affriolantes qu'ils couvrent aussitôt, frénétiquement, de caresses lubriques.
Alors nous sommes bien loin des gongs brisant le silence dans des cours impeccables au gravier ratissé, des pagodes à flanc de montagne arrosées de pluies régulières ou drapées de brumes effilées, ou encore de la contemplation intemporelle de pétales de cerisier se décrochant à la bise. Ils correspondent plutôt à une description bien moins ascétique, bien plus prosaïque du séjour projeté de Gauguin en Arles, Van Gogh cherchant, je cite, un autre peintre qui ait envie d'exploiter le Midi et qui, comme moi, soit assez absorbé par son travail pour savoir se résigner à vivre comme un moine qui irait au bordel une fois par quinzaine. Le portrait de Vincent en bonze a donc un double fond. Travailleur, artiste moderne, simple, mais qui n'oublie pas au passage les plaisirs terrestres. Le célèbre portrait en bonze est par conséquent à voir comme un clin d'œil à cette dualité, et il ne doit pas être pris au premier degré. Comme nous le savons, Gauguin finira par venir et le programme prévu par Vincent sera appliqué. Ils travailleront dur et ils visiteront quelques maisons de tolérance. Mais cette aventure commune de 2 mois se terminera par une dispute légendaire et une crise de démence spectaculaire. Et 18 mois plus tard, le peintre qui voulait vivre comme un bonze japonais mettra un terme à sa vie en plein soleil, en pleine moisson, au cœur de l'été de 1890. Après la rupture avec Gauguin, de manière terriblement cohérente, l'humour se fait progressivement plus rare dans les lettres de Van Gogh, même s'il se montre toujours capable de recul et d'autodérision, y compris aux moments les plus difficiles. Je crois et croirai toujours à l'art à créer au tropique, et je crois qu'il sera merveilleux. Mais enfin, personnellement, je suis trop vieux et, surtout si je me faisais mettre une oreille en papier mâché, trop en carton pour y aller. Après son séjour à Saint-Rémy-de-Provence, qui n'était pas tout à fait drôle, même s'il était d'une richesse inouïe, les 69 derniers jours de Van Gogh à Auvers-sur-Oise ne se distingueront pas davantage par le détachement ou l'humour. Au contraire, ces dernières semaines seront une lutte grave et impitoyable contre le temps et la maladie, le peintre s'étant convaincu qu'il était syphilitique et condamné. Ces derniers tableaux sont en grande partie la traduction de sa solitude. Plus que jamais, à Auvers, il se plonge dans la vie d'artiste et abandonne ce qu'il avait appelé le côté blague. Et comme il l'avait pressenti, il ne l'a pas supporté. Il n'en demeure pas moins que sans ce côté blague, cet appétit de vie, de dérision, d'exagération et de caricature, l'art de Van Gogh ne serait pas ce qu'il est. Pour atteindre la haute note jaune des tournesols, les tourbillons de la nuit étoilée et la puissance de ses portraits sans se perdre, il a pratiqué avec talent un des arts les plus nobles et les plus difficiles, celui de ne pas se prendre au sérieux.